Bonjour Virginie Charles Nicolas Guillolet, tu es avocate au barreau de Genève, tu es collaboratrice de Maître Diane Brotteau, spécialiste FSA en droit de la famille. Merci de nous Merci. recevoir et de répondre à nos questions. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, je te remercie Audrey. C'est un plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Donc, je me réjouis qu'on puisse discuter un petit peu plus. Nous sommes honorés de te recevoir autour d'une thématique assez importante aujourd'hui qui est le droit de la famille, les familles arc-en-ciel et la communauté LGBTQIA+. Est-ce qu'on peut commencer avec la première question sur le sujet? Oui, tout à fait. Alors, comment ça se passe aujourd'hui pour les familles arc-en-ciel et la communauté LGBTQIA+, sur le mariage? Comment ça se passe en Suisse? Alors, tout d'abord, il faut savoir que le mariage en droit suisse, c'est vraiment une notion qui est très spécifique, c'est-à-dire que c'est une union juridiquement protégée entre deux personnes de sexe opposé qui ont plus de 18 ans, qui sont capables de discernement. Dans la mesure où c'est vraiment la définition que prévoit la loi, le mariage actuellement n'est absolument pas possible aux couples homosexuels. Donc, c'est vraiment une structure, une union qui n'est possible qu'aux couples, encore une fois, hétérosexuels et non aux couples homosexuels. Ce que permet par contre le droit suisse, et c'est pas si vieux que ça non plus, mais depuis 2007, pardon, les couples homosexuels peuvent avoir recours à ce qu'on appelle au partenariat enregistré, qui est là une manière, encore une fois, d'officialiser d'un point de vue légal l'union entre deux femmes ou entre deux hommes. Il faut savoir que contrairement par contre à d'autres structures de partenariat enregistré qu'on peut retrouver par exemple dans d'autres pays comme en France, on parle du PACS. La différence en droit suisse, c'est que le partenariat enregistré n'est accessible qu'aux couples homosexuels, donc deux hommes, deux femmes, et pas du tout accessible aux couples qui seraient hétérosexuels. Donc on a vraiment le mariage qui est réservé aux couples hétérosexuels, pardon, et le partenariat enregistré qui est accessible uniquement aux couples homosexuels. Voilà ce qu'il en est au niveau du droit actuellement. Donc, le terme PACS, c'est pas un terme qu'on retrouve en Suisse? Non, pas du tout. En Suisse, D'accord. on parle vraiment de partenariat enregistré. Il a cette similarité avec le PACS qu'on connaît peut-être ici dans cette région genevoise. Il a cette particularité puis cette similitude qui est de voilà, permettre encore une fois aux couples homosexuels de se marier, mais on ne retrouve pas, on n'a pas les mêmes possibilités selon qu'il s'agisse d'un PACS, par exemple en droit français, ou d'un partenariat enregistré sous l'angle du droit suisse. D'accord, et donc si on parle de partenariat enregistré, de mariage, comment ça se passe également si, par exemple, ça va plus et qu'il y a un est-ce qu'il y a un divorce? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une séparation? Alors là, c'est vraiment des distinctions de terminologie, on va dire. Le mariage peut, dans certains cas, malheureusement aboutir à une séparation judiciaire, puis à un divorce. Dans le cadre du partenariat enregistré, on peut dissoudre ce partenariat. Dans les faits, ça revient sensiblement à la même chose, c'est-à-dire on va devoir faire une procédure pour demander à ce que cette union légale soit interrompue. Mais ce n'est pas les mêmes termes tout simplement qui s'appliquent parce qu'encore une fois, ce ne sont pas les mêmes institutions, voilà, entre le partenariat enregistré d'une part et le mariage d'autre part. Et donc, dans un partenariat enregistré, si malheureusement, dans le couple, il y a un accident, l'un des 2 décède, comment ça se passe d'un point de vue successoral? Alors là, typiquement, et c'est justement une des utilités, on va dire, du partenariat enregistré qui, encore une fois, formalise une union entre des personnes, c'est que là, les personnes, les couples homosexuels, pardon, vont se voir protégés dans un tel cas. Pourquoi? Parce qu'ils vont pouvoir hériter l'un de l'autre, ils vont être considérés comme veufs ou veuves. Et là, on se rend compte qu'il y a une égalité finalement de traitement entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels en cas justement de décès de l'un ou l'autre des partenaires. D'accord, merci. Je vais revenir aussi sur une question qui est ressortie du sondage. Heu, dans un partenariat enregistré, est-ce que j'ai le droit de prendre le nom, de mon conjoint ou de ma conjointe? Oui.
Alors, tout à fait, il faut savoir que le partenariat permet justement de prendre le nom de son conjoint ou de sa compagne. Ce n'est pas du tout une obligation légale. Donc, au moment en fait où les partenaires vont conclure justement leur partenariat enregistré, ils ou elles peuvent déclarer à l'état civil soit vouloir chacune conserver le nom qu'ils avaient avant ce partenariat, ou ils peuvent choisir de prendre un nom commun, qui doit être le nom de célibataire de l'un ou de l'autre, et que ce nom devienne le nom qui sera porté par leur partenariat enregistré, mais aussi potentiellement par des enfants qui arriveraient dans cette famille. Donc là, on a vraiment finalement le même fonctionnement que les couples, les mêmes opportunités que pour les couples mariés, donc les couples hétérosexuels. Est-ce que 2 personnes du même sexe peuvent adopter un enfant en Suisse? Pour le moment, et là sur ce point, la Suisse n'est pas très en avance par rapport à d'autres pays. Pour le moment, donc 2 personnes de même sexe qui formeraient un partenariat enregistré ne peuvent pas adopter un enfant conjointement. Ce n'est une possibilité, donc l'adoption conjointe n'est possible que pour les couples mariés, donc les couples hétérosexuels, à certaines conditions encore une fois, mais en l'état, ce n'est pas possible. En droit suisse, maintenant, la seule chose qui est possible pour les partenaires, donc que ce soit 2 hommes ou 2 femmes, la seule alternative pour eux d'avoir une parentalité qui est commune sur un enfant consiste uniquement, et là encore c'est très récent, ça date, la loi est entrée en vigueur au 1er janvier 2018, c'est la possibilité pour l'un ou pour l'une des partenaires d'adopter l'enfant de son ou de sa partenaire. Donc, typiquement, on va prendre 2 femmes sont son partenaire. L'une des femmes avait déjà un enfant d'une précédente relation ou bien a fait appel à une fille à l'étranger pour pouvoir être enceinte. À certaines conditions, là encore, mais si elle est en vie commune, pas forcément pas sous l'angle du partenariat, mais si elle vit de manière commune avec sa partenaire depuis au moins 3 ans, si cette partenaire s'est occupée de l'enfant, lui a pourvu des soins pendant au minimum une année, dans un tel cas, justement, l'autre maman pourrait demander à adopter l'enfant de sa partenaire. Donc vraiment, le seul moyen d'avoir encore une fois cette parentalité commune dans le cas des couples homosexuels, dans ces familles arc-en-ciel, c'est d'adopter l'enfant de son conjoint après ou de sa partenaire. Il faut savoir par contre que les pratiques, encore une fois, c'est quelque chose de très récent en Suisse, je parlais de 2018. Il faut aussi savoir que les pratiques diffèrent selon les cantons et que la procédure, on va dire, est plus ou moins contraignante. Donc, m'étant renseignée sur le sujet, c'est vrai que certains parents disent avoir dû devoir faire des lettres de motivation pour justifier vraiment qu'ils étaient aptes, mais aussi qu'ils voulaient adopter l'enfant de son conjoint. C'est des démarches qui sont quand même potentiellement lourdes, surtout quand dans les faits, les familles vivent déjà avec un enfant depuis quelque temps. Ce que je préciserais aussi sur cette question, c'est que on se retrouve avec des situations qui sont finalement un peu cocasses dans le sens où, je parlais tout à l'heure des conditions qui sont requises pour adopter l'enfant de sa partenaire. Donc, les 3 ans de vie commune et l'année, en tout cas au minimum, de prise en charge effective de l'enfant. Donc, des familles, en fait, déploraient le fait que typiquement, le premier enfant d'un ou d'une partenaire puisse être adopté parce que justement l'autre parent a été là pendant déjà une année. Mais si dans le cadre de cette famille arc-en-ciel, une des mamans, par exemple, de nouveau fait appel fait de nouveau une fille à l'étranger, cet enfant va naître en Suisse dans le cadre d'un partenariat enregistré avec un grand frère, une grande sœur qui est déjà adoptée par l'autre maman. Mais cette deuxième maman va devoir attendre que cet enfant ait au minimum une année de vie pour se prévaloir justement de la possibilité d'adopter cet enfant, tout ça pour remplir des conditions légales. Et là, du coup, on se retrouve dans des situations qui ne reconnaissent pas une parentalité dès le début, en fait, de cette parentalité effective et avec des contrastes au sein de cette même famille, finalement.
On ne parle pas d'une égalité, à 100 là quand même, hein? Tout à fait. Et je pense que ça peut être source, en tout cas, et c'est ce qui ressortait de certaines études, c'est quand même source de frustration, pardon, pour ces couples qui, du coup, doivent, euh, peut-être beaucoup plus que des couples, disons, des couples hétérosexuels, démontrer cette envie de parentalité, doivent suivre certaines conditions, etc. Donc, c'est plus lourd peut-être à vivre. Peut-être ce que je préciserai en tout cas, c'est qu'à Genève, c'est une autorité judiciaire qui est en charge de ces adoptions de l'enfant de sa partenaire, l'enfant du conjoint tout simplement. Donc c'est la chambre de surveillance de la Cour de justice qui ensuite, elle, va mandater l'autorité cantonale genevoise, l'autorité, pardon, centrale cantonale genevoise en matière d'adoption. Et cette autorité va, elle, va effectuer une enquête psychosociale pour vérifier justement que le parent souhaitant adopter réponde aux conditions alors légales qui sont requises, mais aussi à les aptitudes personnelles, relationnelles, de disponibilité au niveau du temps et également voilà, financière pour pouvoir prendre en charge cet enfant. Alors, si je résume pour notre communauté, le seul moyen d'assurer une sécurité en cas de décès d'un des 2 parents, en cas de séparation pour avoir un droit parental, si je puis dire, la seule solution, c'est l'adoption. C'est la solution la plus aboutie, en effet, parce que tant que des partenaires, j'ai envie de dire malheureusement, tant que des partenaires vivent ensemble, forment une famille de fait, mais que l'enfant présent n'est l'enfant biologique ou en tout cas l'enfant légal que d'un seul parent, on se retrouve avec un deuxième parent qui est un parent d'intention, de cœur, un parent de fait, mais qui n'est pas protégé dans sa parentalité parce que justement, il n'est pas le parent légal. Et le droit suisse est très accroché à cette notion de parent légal. Pourquoi? Parce que ça implique beaucoup de choses au niveau de l'autorité parentale, etc. Ça implique beaucoup de droits et de devoirs qui n'existent que si la filiation légale est établie. Donc oui, en effet, c'est par ce biais que les deux parents peuvent être mis sur un pied d'égalité dans leur parentalité. Oui, parce qu'on imagine bien que si, par exemple, il n'y a pas eu d'adoption sur l'enfant, que la personne, par exemple, malheureusement, le parent biologique ou adoptif décède, ça veut aussi dire, par exemple, que la belle famille, la grand-mère ou quoi que ce soit pourrait demander un droit sur l'enfant, pourrait agir de la sorte. Tout à fait. Alors, dans des cas comme ça, de toute manière, et quelle que soit, on va dire, la configuration familiale, hormis quand, à l'exception plutôt, quand les deux parents sont les parents légaux de l'enfant concerné, s'il y a un décès dans un cas comme ça, dans tous les cas, il va être examiné qu'est-ce qui est dans l'intérêt supérieur de l'enfant au niveau donc de la poursuite de sa vie auprès de quel parent. Après, on est d'accord que si l'enfant vit dans une famille arc-en-ciel et que l'autre parent n'est pas son parent légal car ne l'a pas encore adopté, on ne va pas retirer, normalement, je l'espère, on ne va pas retirer de force du jour au lendemain cet enfant, mais on se retrouve dans une situation où l'enfant se retrouve à être placé chez son autre parent qui va être faire office de parent nourricier, voilà, va être placé chez son parent. Donc, évidemment, la situation n'est pas confortable parce que légalement, ça veut dire qu'il n'y a pas une protection qui est absolue, mais ça permet aussi enfin, ça peut impliquer que voilà, d'autres tiers puissent revendiquer et avec la même force, justement, la possibilité de vivre, de demander la garde de l'enfant, etc. Le fait qu'il y ait une adoption, par contre, exclut ça parce que le deuxième parent, qui est le parent légal, encore une fois, a toutes les mêmes prérogatives que l'autre parent, donc du coup maintient l'autorité parentale, maintient la garde de fait, etc. Bien clair. D'accord, merci. Virginie, j'ai encore une question à te poser par rapport aux futures votations. Qu'est-ce que ces votations pourraient et qu'est-ce qu'elles vont amener? Qu'est-ce que ça pourrait changer véritablement aujourd'hui en Suisse?
Alors, donc, pour les votations dont tu parles, donc pour résumer brièvement ce qui s'est passé depuis 2013 déjà, l'idée a émergé en Suisse d'ouvrir en fait toutes les formes d'union qui sont proposées par le droit suisse à tous les citoyens, citoyennes, toutes les personnes capables de discernement, et ce sans distinction, donc d'une part de leur identité sexuelle, donc là l'identité légale en tout cas, et leur orientation sexuelle. Cette initiative, donc depuis 2013, a vraiment avait déjà pour objectif de permettre et de donner les mêmes droits à toutes les personnes, quelles que soient les configurations d'union qu'elles souhaitent avoir. En 2020, le Parlement a validé cette initiative, donc on voit déjà que ça a été un travail de longue haleine et qui a duré dans le temps. Le Parlement a validé cette initiative qui est celle du mariage pour tous, dans le sens que par cette initiative, il a accepté en fait d'ouvrir le mariage aux couples aux couples homosexuels, pardon, chose qui n'est encore pas possible. Mais par contre, il n'est pas question d'ouvrir le partenariat enregistré aux couples hétérosexuels. Suite à cette acceptation, en fin d'année 2020, il faut savoir qu'il y a une initiative, un référendum pardon, qui a été lancé, donc 50 000 signatures ont été récoltées dans un certain temps pour s'opposer justement à ce mariage pour tous. Ce qui découle de ce référendum qui a abouti, c'est que maintenant, c'est vraiment le peuple qui va avoir le dernier mot en septembre 2021, le 21 septembre, sauf erreur, et qui va devoir voter sur cette question du mariage pour tous ou non. Ce qui va découler de ça, si cette votation est acceptée par le peuple, et on l'espère, mais il y a en tout cas beaucoup de statistiques qui montrent que malgré tout, la population suisse, alors pas nécessairement le corps électoral, mais en tout cas une bonne partie de la population suisse est assez favorable à ce mariage pour tous. Ce qui va découler de ça, si cette votation est acceptée, c'est que là, on va rendre accessible donc, le mariage aux couples homosexuels, et dans la mesure où ils auront ce même statut juridique que les couples hétérosexuels, ils vont avoir du coup les mêmes droits sur tous les plans. Pourquoi? Parce que, alors je ne l'ai pas précisé initialement, mais il faut savoir vraiment que le partenariat enregistré et le mariage, pour l'heure, n'offrent pas les mêmes possibilités. En Mmh. matière d'adoption, comme je l'ai dit, il n'est pas possible d'adopter conjointement un enfant quand on est en partenariat enregistré, alors qu'il est possible de le faire quand on est marié. Il y a aussi d'autres différences, typiquement en matière de naturalisation facilitée. Voilà, dans le cadre d'un mariage, une personne étrangère peut avoir accès d'une autre manière, une manière plus protégeante à cette naturalisation facilitée, ce qui n'est pas le cas des partenaires, etc. Donc voilà, c'est tous ces points qui risquent d'avoir des conséquences positives pour les couples homosexuels s'ils obtiennent ce même statut juridique qu'ont les personnes mariées, donc les personnes hétérosexuelles actuellement. Alors personnellement, j'espère qu'on ira dans cette direction, ce serait quand même le moment que ça évolue, hein. Tout à Je sais fait. pas, si tu es du même avis ou pas, Oui, tout à fait. mais je pense que ce serait quand même, important. Hem, on a parlé il y a quelques semaines, avec, Diane Brotteau, maître Diane Brotteau, on a parlé de la maltraitance infantile, on a parlé des familles d'accueil et je voulais savoir si, aussi de ce point de vue-là, il y avait une égalité ou pas? Est-ce qu'une famille arc-en-ciel, est-ce qu'une famille du même sexe peut, accueillir un enfant, en tant que famille d'accueil? Oui. Alors, sur cette question, il n'y a pas du tout de distinction entre une famille, on va dire, qui serait traditionnelle, donc avec deux personnes de sexe opposé, et une famille qui serait composée de deux femmes ou de deux hommes. Les questions qui se posent quand un enfant doit être placé, donc je parlais tout à l'heure de ces enquêtes psychosociales, il y a des conditions légales, mais aussi voilà, des conditions, une observation des capacités, encore une fois, des parents accueillants qui va devoir être faite. Mais là encore, c'est c'est des observations qui doivent être faites sur la base des réelles capacités personnelles, relationnelles, des compétences
concernant la disponibilité des parents, une capacité financière, etc. Et sur ces points, est totalement exclue finalement l'orientation sexuelle, et heureusement d'ailleurs l'orientation sexuelle des parents adoptants. Après, malheureusement peut-être, et ça c'est vraiment un avis que j'émets, mais sans aucun fondement, on ne peut pas évidemment être sûr que certaines personnes qui effectueraient ces enquêtes psychosociales n'aient pas, de par leurs convictions personnelles, peut-être des réticences un peu plus fortes à placer certains enfants dans des familles qui seraient des familles homosexuelles. Ça, on ne le sait pas et ce n'est pas quelque chose qui peut être réellement quantifié, mais non, en fait, l'orientation sexuelle, à juste titre, il me semble, ne doit absolument pas primer sur des compétences parentales d'un individu, quel qu'il soit. Merci de ta réponse et une autre question, est-ce qu'en Suisse, on peut, faire un don d'ovocytes? Est-ce qu'on peut faire appel à un don d'ovocytes? Est-ce qu'on peut parler de gestation pour autrui? Est-ce qu'on a le droit de faire une FIV en Suisse? Comment ça se passe? Alors, pour le moment, le droit suisse n'offre pas énormément de possibilités. Les quelques opportunités justement de parentalité par d'autres biais que les méthodes naturelles sont assez restreintes et accessibles à très peu de gens. En l'état, ce qui est possible, c'est uniquement le don de sperme, qui n'est possible que pour les couples mariés, encore une fois. Donc, on retrouve encore un point sur lequel le mariage a une importance finalement. Donc, c'est la seule chose qui est permise aux couples mariés et à certaines conditions, souvent qui impliquent en fait une impossibilité médicale d'avoir un enfant. Donc, ça, c'est ce qui est possible. Mais par contre, le droit suisse ne permet, et pour personne, quelle que soit encore une fois l'identité sexuelle ou l'orientation sexuelle, le droit suisse ne permet pas du tout la gestation pour autrui et ne permet pas non plus le don d'ovocytes ou le don d'embryon. Donc, typiquement, ce sont des formes, des possibilités de concevoir un enfant qui ne sont pas du tout autorisées en droit suisse à l'heure actuelle. Mais pour en revenir aux votations par rapport au mariage pour tous, j'imagine que si le mariage pour tous doit être voté, c'est des questions qui vont devoir se poser parce qu'encore une fois, si on admet que tout le monde doit avoir accès au mariage, pour des questions d'égalité pure et simple, mais se posera en conséquence la question de il faut potentiellement offrir les mêmes capacités, les mêmes possibilités de fonder une famille. Donc, je pense que c'est des questions qui devront se poser par la suite selon l'issue de cette votation en septembre prochain. Bah, on l'espère parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit que certains couples, doivent aller à l'étranger pour, faire une FIV par exemple, qu'on voit d'abord tout l'aspect émotionnel, qui en découle, plus encore l'aspect financier parce qu'on sait que c'est quand même onéreux. Sans compter qu'il faut faire certaines demandes professionnelles pour pouvoir y aller, pour pouvoir, faire appel justement, à la FIV. Ce serait peut-être quand même, une bonne solution qu'on puisse le réaliser en Suisse, dans le pays en fait, du couple, dans des conditions, plus confortables, non? Tout à fait. Mais disons que la législation actuelle se base vraiment voilà, sur des principes, sur des conceptions de la famille qui sont assez traditionnelles, slash peut-être anciennes et un petit peu désuètes. Mais à mon sens, en tout cas, une législation ne devrait pas pousser les gens à la contourner. Et là, on force les gens à contourner une législation en place pour pouvoir répondre à une envie de parentalité qui est tout bonnement quand même assez naturelle et qui est facilement concevable, je pense. Et on se retrouve, c'est vrai, avec des parents qui vont à l'étranger, qui mobilisent beaucoup d'énergie, de temps, d'argent, etc., pour avoir une famille. Et ensuite, quand ils reviennent en Suisse pardon, avec cet enfant, alors maintenant, la question a été de plus en plus tranchée. On a une réponse un peu à ces questions, mais ça n'a pas toujours été le cas, c'est encore très récent,
Que fait-on de ces enfants qui arrivent en Suisse et qui ont été conçus par des méthodes de procréation qui ne sont pas du tout autorisées en Suisse? Que fait-on de ces enfants? Donc là, sur cette question, le tribunal fédéral s'est prononcé sur ces points depuis à peu près 2015. Il faut savoir, donc, se poser la question d'un père qui avait été le père biologique d'un enfant conçu à l'étranger, via une gestation pour autrui, mais ce père était le père biologique de l'enfant, c'est donc son sperme qui avait été utilisé pour concevoir. Donc, il est en couple évidemment avec un homme. Un enfant est né, cet enfant revient en Suisse et on s'est retrouvé donc avec un père qui a été reconnu comme étant le père légal. C'est donc le père qui était le père biologique, mais l'autre parent, l'autre papa, qui était vraiment le parent d'intention, qui avait tout mis en œuvre qui avait vraiment été à la base de ce projet de parentalité, cet autre père n'a pas été reconnu immédiatement comme le parent de l'enfant. Et là encore, on revient à cette idée de partenariat enregistré qui permet d'adopter le conjoint l'enfant l'enfant de son partenaire. Et là, c'est par ce biais-là, finalement, que ce deuxième parent, qui n'était pas le parent biologique de l'enfant, a pu devenir le père légal de cet enfant. Mais on a reconnu initialement qu'un seul lien de filiation. Après, se posait également la question de qu'en est-il quand, typiquement, et là ça concerne peut-être plus les hommes, qu'en est-il quand un enfant est conçu via une GPA à l'étranger et qu'aucun des pères n'est le père biologique de cet enfant. Et là encore, le tribunal s'est positionné en disant, alors il a été un peu frileux peut-être sur ce point, mais en gros, le tribunal a dit on ne veut pas cautionner cette manière de procéder qui consiste à contourner la législation suisse. Par contre, l'enfant qui naît n'a pas choisi, n'est pas responsable de son mode de conception et il est là, qu'est-ce qu'on en fait? Et le tribunal fédéral a dit évidemment que ça ne remettait pas en cause le placement de l'enfant chez ses parents d'intention et ses parents de fait. Mais encore une fois, là, les parents ont été considérés comme parents gardiens de fait, mais pas les parents légaux. Et c'est que par la suite, c'est que par le biais, encore une fois, d'une adoption qu'il est possible de créer un lien de filiation légale avec cet enfant qui serait né d'une GPA, faite à l'étranger. Donc voilà, en gros, on se rend compte que le droit suisse ne permet peut-être pas de répondre à des besoins de parentalité pour des personnes qui vivent en Suisse, qui seraient suisses, etc., poussant ces gens à faire du tourisme. Et je dis ça vraiment entre guillemets parce que c'est pas du tourisme, je pense, très plaisant, mais pousse ces gens à partir à l'étranger pour pouvoir construire leur famille arc-en-ciel. C'est particulièrement compliqué et dur psychologiquement, je pense, pour ces familles qui décident, de prendre la décision d'aller à l'étranger, de vivre tout ça émotionnellement sans avoir en plus la certitude que ça fonctionne. Donc des fois, ça fonctionne pas, donc c'est difficile de revenir avec une réponse négative, hein. On va pas parler d'échec, mais de réponse négative. Maintenant, pour être bien clair et absolument clair pour tout le monde et pour moi également, je veux juste être sûre et revenir sur un point. Donc, en attendant, les votations et l'évolution des mœurs et des lois, hem, si on souhaite, pour un enfant, donc un droit parental, une adoption, assurer une certaine sécurité, une sécurité familiale ou une sécurité même successorale, on est d'accord qu'aucun document de type, voilà, un courrier réalisé, déposé chez notaire, ça ne fonctionnera pas. La seule solution, le seul «contrat», entre guillemets, bien sûr, c'est ce partenariat enregistré pour le moment. Voilà. Alors, pour préciser quand même cette réponse, le partenariat enregistré protège évidemment les deux partenaires entre eux.
s'ils ne sont pas, ils ne font pas l'objet d'un partenariat, ils peuvent se protéger, mais par d'autres outils juridiques. Typiquement, en fait, ça serait comme n'importe quelle personne de tiers qui pourrait typiquement acheter en commun une maison, être copropriétaire. Mais là, on est sur finalement du droit du contrat un peu général. Mmh. On n'a pas la même protection. Le partenariat enregistré protège sur de nombreux points le partenaire, pas comme pour les couples mariés, mais les protège. Le deuxième point qui protège, et là c'est la famille arc-en-ciel qui est plus protégée, c'est via justement cette adoption de l'enfant du conjoint quand c'est possible. Évidemment, des fois, l'autre enfant a un parent qui souhaite le rester, il n'est pas possible d'adopter cet enfant, mais dans la mesure du possible, quand on peut adopter cet enfant et qu'il y a cette volonté évidemment de le faire, c'est un moyen d'asseoir en fait son statut de parent, parce qu'une fois qu'on est parent légal, on a évidemment on a les mêmes droits et obligations que n'importe quel autre parent, quelle que soit son identité sexuelle, quelle que soit son orientation sexuelle. Dans l'intervalle, évidemment que typiquement faire un courrier à l'école en expliquant que je vis en partenariat enregistré avec mon partenaire, qui est donc formellement autorisé à me représenter pour venir chercher l'enfant à l'école, pour prendre des démarches, enfin inclure ce parent qui ne serait pas le parent légal dans tout ce qui se fait, dans tout ce qui est visible auprès de tiers, évidemment que c'est utile. Ça n'a pas du tout une portée absolue, comme tu le disais. Ça n'a pas de valeur extrêmement juridique, mais ça permet encore une fois de rendre visible une situation de fait et d'éviter des situations qui seraient compliquées, typiquement voilà, passer la douane avec l'enfant de son partenaire qui n'est pas le sien, etc. C'est toujours plus simple que les choses soient le plus claires possible. Et puis, ça peut permettre, typiquement, dans le cas d'une procédure, par exemple, d'adoption, on parlait tout à l'heure, si malheureusement l'un ou l'une des partenaires décède, l'enfant est placé, demeure auprès de son autre parent, qui n'est pas son parent légal, et ben, typiquement, s'il y a eu un écrit, s'il y a des preuves que le parent biologique, le parent légal de l'enfant avait cette volonté que son partenaire, sa partenaire, soit le parent de fait, le parent légal de son enfant, qu'il affirme que ça a toujours été le cas, évidemment que dans le cadre de cette enquête psychosociale dont je parle, s'il y a cette parentalité qui est visible, si le parent est un parent d'intention au sein de sa famille, mais aussi auprès de tiers, ça joue énormément dans le processus et ça favorisera justement le maintien de l'enfant chez ce parent et le processus d'adoption, évidemment. Merci pour ces réponses, super claires. Je pense que, j'ai bien compris et je pense que les personnes qui, vont voir cette vidéo, vont apprendre beaucoup de choses très intéressantes. Je voudrais te remercier Virginie pour le temps, que tu nous as accordé. Merci pour tes réponses claires. J'espère aussi pouvoir te retrouver sur une autre thématique bientôt. Plaisir. Merci beaucoup pour l'accueil. Je te souhaite une belle journée. Bonne journée à tous. Bye bye. À bientôt. Au revoir, Audrey.